Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, votre épisode sur le Group of Five, sur cette Week 7 du Group of Five, où on va revenir sur les résultats importants et sur la course au playoff. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a des équipes qui ont disparu de la course, d'autres qui ont confirmé? On va voir tout ça avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey, comment ça va aujourd'hui? Ça va nickel et toi Maxence? Ça va bien, franchement, on a eu une belle semaine 7, on a un bel enchaînement de semaines entre la semaine 6 qui était vraiment cool, la semaine 7 l'était aussi, et puis on rentre, là ça devient de plus en plus sérieux, hein, match après match, semaine après semaine, on commence à rentrer dans le vif du sujet, et c'est pas pour nous déplaire. Ouais, et puis ça y est, là, la saison est lancée, on a un vrai aperçu sur qui est bon, qui est pas bon. Au début de saison, il peut toujours y avoir un match bizarre ou quoi, où une équipe perd un match qu'elle ne doit pas perdre, mais là, on est à peu près fixé sur les niveaux des équipes, et du coup, on voit des belles choses toutes les semaines. Ouais. Et puis maintenant on est que sur des matchs de conférence quasiment, hein, à part un ou deux matchs par-ci par-là qui sont entre deux équipes de conférences différentes. Mais maintenant, on est rentré en plein dans le calendrier de conférence qui est très important dans le Group of Five, puisqu'on rappelle encore une fois, c'est le meilleur vainqueur de conférence du G5 qui ira. Donc c'est cool parce que la course va s'éclaircir au fur et à mesure avec des affrontements très importants qui vont arriver au fur et à mesure. Donc c'est assez cool et on va en parler. On va commencer à en parler. On va pas tergiverser plus longtemps. On va commencer. Bon, comme d'habitude, de toute façon, vous connaissez, on fait toujours le même enchaînement. On va commencer à parler de American Athletic Conference. Il y avait 4 matchs cette semaine. Beaucoup d'équipes étaient en bye week pendant ces week 6 et week 7. 4 matchs. On peut commencer par Army. Army qui continue sur sa lancée du début de la saison, qui écrase UAB avec un Bryson Daly absolument fantastique, parce qu'il fait 12 portées pour 136 yards et 4 touchdowns, et il fait 102 yards et 1 touchdown à la passe. Donc pour un QB d'Army, c'est un match magnifique. Kanye Udo qui fait presque 100 yards et un touchdown. Donc Army 413 yards à la course pour 5 touchdowns. Donc voilà, ils ont roulé sur UAB, et la défense n'est tout de même pas en reste, parce que Army a complètement explosé les Blazers, avec 3 sacs, 5 plaquages pour perte, 2 interceptions de Casey Larkin. Donc un kicker impeccable, donc rien à redire de plus. Un Army qui continue à écraser ses adversaires et qui continue à se maintenir aux alentours de 10 points encaissés par match seulement. Donc c'est Army, c'est du costaud. Ouais, et puis encore un gros début de match. C'est dès les débuts de match, c'est un peu la tendance actuellement avec Army qui tue les matchs d'entrée. À la fin du premier quart-temps, il y avait déjà 20-3 pour Army. Encore une équipe maintenue autour des 10 points et troisième match de suite avec 40 points marqués ou plus. Donc on est sur un rythme très fort du côté des Black Knights. Des Black Knights qui sont rentrés dans le top 25. Ça y est, ils sont dans le top 25 Army, accompagnés des midshipmen de Navy qui ne jouaient pas ce week-end, mais qui sont rentrés également. Army est 23e à la PayPal et Navy est 25e. Est-ce que tu sais, c'est quand la dernière fois que les deux académies militaires étaient classées en même temps? C'était il y a très très longtemps, forcément. C'était il y a très longtemps, c'était en 1960. Le mur de Berlin n'avait même pas encore commencé à être construit. C'est pour dire. C'était en 1960 la dernière fois que les deux équipes avaient été dans le top 25. Bah ça y est, les 60, 64 ans plus tard. Army et Navy sont de retour dans le top 25 et sont bien partis pour y rester. Quand on voit les matchs qu'ils ont, qui produisent et ce qui les attend dans le calendrier, même s'il y a Notre-Dame qui va bientôt arriver au mois de novembre, mais en tout cas pour le reste du mois d'octobre, les deux équipes sont bien parties pour s'installer dans ce top 25.
très... Army à 6-0, première équipe du groupe of 5 va être qualifiée en bowl. Voilà. Également, et Army en 6-0, la dernière fois qu'Army a été en 6-0, j'ai pas la stat, mais ça doit remonter à il y a très longtemps. Je pense que ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, hein, quand Army et Navy récupéraient tous les meilleurs joueurs du pays. C'est ça, exactement. Voilà, hein, après Army, hein, pas surprenant hein, dans sa façon de jouer, mais c'est efficace et ils ont vraiment de superbes joueurs pour exécuter le Army style. Enfin, en tout cas, la military offense, comme on dit. En tout cas, les matchs sont vite pliés avec eux. C'est bien parce qu'avec eux, moi, je les regarde à 18h, mais on passe rapidement à d'autres matchs. À la demi, ils ont déjà marqué 3 touchdowns. C'est ça, exactement. Il y avait un autre match aussi qui était très intéressant sur le... Alors, je sais plus si c'était le slate de 18h, mais c'était Memphis contre South Florida. Je crois que c'était le slate de 21h30. Celui-là avec Memphis qui se déplaçait à South Florida. C'était un match qu'on avait entouré quand on avait fait la prévue des Tigers au mois d'août avec Gus. Bon, finalement, les deux saisons des deux équipes, la logique a été respectée. Memphis est allé gagner 21-3. Là aussi, très gros début de match de la part des Tigers qui ont marqué 2 touchdowns dans le premier quart-temps. Et puis derrière, ils ont fait le job, ils ont géré sans trop de soucis. 3 turnovers à 1 et un scoop and score pour marquer le 3e touchdown de la rencontre dans le 4e quart-temps. South Florida n'a pas joué, en fait, tout simplement. Quand on regarde la différence des stats, South Florida, 234 yards à la passe, mais 24 yards seulement à la course. De l'autre côté, 208 yards pour Seth Hennigan et 137 yards à la course. Seth Hennigan, 2 TD, une interception, et du coup, le 3e touchdown des Tigers a été un fumble retourné en touchdown. Donc voilà, Memphis, on oublie la défaite contre Navy et on score la première victoire pour eux en conférence cette saison. Donc c'est très bien. Et du côté de South Florida, ça sent la saison compliquée. Déjà un bilan de 2 défaites pour 2 victoires pour 4 défaites. La perspective d'un bowl s'éloigne pour les Bulls alors que l'équipe était annoncée comme un des outsiders pour le titre de conférence. C'est désormais de l'histoire ancienne. Maintenant, l'objectif va être d'arriver à ces 6 victoires. Ouais, et la défense de Memphis qui s'est bien repris depuis la raclée contre Navy. Mais ils avaient fait une super... Mais en fait, ils font une super saison. Si t'enlèves ce match contre Navy, ils font une très bonne saison, la défense de Memphis. Donc, c'était vraiment le match 100 au pire moment contre Navy, tout simplement. Ils se sont troués au pire moment. Dans la suite de l'américaine, North Texas qui réalise un comeback de 10 points dans le 4e quart-temps pour une victoire 41-37 contre Florida Atlantic. Avec fin de match parfaite. Fin de match très très belle du Min Green avec un touchdown en 1 minute 45, un stop, un touchdown en 46 secondes, puis une interception où qui est bien de la faute du QB de FIU. Ouais. Fincher. Et la seule interception du match en plus, il fait un super match, Fincher, le quarterback de Florida Atlantic. 351 yards, 3 touchdowns et malheureusement cette interception, mais on va dire que c'était un peu aussi un choke en quelque sorte parce qu'ils avaient de l'avance Florida Atlantic, ils faisaient un beau match et en 3 minutes sur la fin du match, North Texas est repassé devant et derrière cette interception bien dégueulasse. Ouais. Et un gros match du quarterback de North Texas, Chandler Morris, avec 336 yards et 4 touchdowns. Donc le Min Green qui enchaîne un bon début de saison. Ils sont à 5-1, 2-0 en conférence. Donc ils sont là pour aller jouer le titre de conférence. Là, après, ils ont un enchaînement très difficile qui arrive parce qu'ils vont enchaîner Memphis, Tulane, Army. Ça va être compliqué, mais on va voir justement. Est-ce que c'est un peu est-ce qu'ils vont jouer un peu les troubles faits, tu vois, genre en allant chercher une victoire contre Army, par exemple, tu vois, ou est-ce est-ce que l'américaine va se cannibaliser parce que c'est ça. c'est encore possible.
C'est ça. Et Chandler Morris qui réalise une très bonne saison, l'ancien quarterback de TCU, qui est bientôt à 2000 yards à la passe, 20 touchdowns et 7 interceptions. Grosse production pour lui à North Texas, qui est une équipe qui joue vachement sur la passe, tout simplement, avec aussi le très bon match de D.T. Sheffield, le receveur de North Texas. 11 réceptions, 126 yards et 2 touchdowns, dont, si je ne dis pas de bêtises, celui qui marque le touchdown de la... Et c'est lui qui marque les 2 touchdowns qui permettent à North Texas de repasser devant. Donc très gros match de sa part. North Texas, là ça va être un vrai test les 3 matchs qui vont suivre. Mais s'ils s'en sortent avec, je sais pas, genre 2 victoires et 1 défaite, bah ils vont pouvoir vraiment s'inviter à la course à la finale. Ouais. Et Sheffield, qui est déjà à 7 touchdowns cette année, ouais. Donc il fait une très très belle saison. C'est le duo qui mène le Mean Green en attaque. C'est ça. Il y avait un dernier match, duel texan entre Rice et UTSA. Victoire de Rice 29-27 avec un touchdown à 4 secondes de la fin. E.G. Warner, le quarterback de Rice, qui trouve Matt Sykes à 4 secondes de la fin du match. TD de 18 yards. UTSA qui peut s'en vouloir, clairement. Et Rice qui remporte sa 2e victoire de la saison. Et pour UTSA, c'est un peu le même tarif que South Florida, 2-4 pour eux. Et maintenant, on parle déjà plus de finale de conférence, c'est essayer de se qualifier pour un bowl. Ouais, et UTSA, qui après une excellente saison il y a 2 ans, là, qui enchaîne une 2e saison décevante d'affilée. Bon, après, le Texas, ils ont perdu beaucoup de joueurs aussi à UTSA, que ce soit des joueurs qu'on graduate ou qu'on transfère. Ouais, mais ils ont encore Devin McQueen, Kevorian Barnes, qui sont censés être des bons joueurs. Leur quarterback qui est pas McCown, qui est pas mauvais, mais bon. Ça ne veut pas pour UTSA. UTSA qui enchaîne les défaites et qui n'a gagné que contre Kennesaw State et Houston Christian cette saison. Donc compliqué pour les Roadrunners. Le MIP ne court plus actuellement. Non. En Pac-12. Ouais, la Pac-12. Pac-12 / Mountain West, puisqu'on sait que les calendriers de Washington State et Oregon State sont en lien avec la Mountain West. Ouais, ils ont chacun 6 matchs avec des équipes de Mountain West. Donc voilà. Donc Wazoo qui s'impose à Fresno State. Ils étaient menés en fin de match. Ils étaient menés en fin de match d'1 point quand le QB des Bulldogs, Mickey Keane, a envoyé une interception retournée en pick 6 par Ethan O'Connor. Un match pas terrible des QB, comme de toute façon le QB d'Oiseau ça avait été très en dents de scie depuis le début de la saison. Donc bon. Oiseau qui continue quand même sa très bonne saison. Attends. Oui, effectivement, Wazoo qui n'a qu'une seule défaite contre Boise State et qui est allé gagner à Fresno State. C'est pas facile d'aller gagner à Fresno State, ça reste un programme sérieux de la Mountain West. Et effectivement, John Matir qui avait plutôt bien commencé la saison et là pas de touchdown pour lui, première fois de la saison qu'il ne marque pas de touchdown à la passe. Il a été intercepté une fois et fait moins de 200 yards. Washington State s'en est remis à sa défense tout simplement avec ce pick 6 pour remporter la victoire chez les Bulldogs. Il y avait un autre match également, Oregon State qui s'est déplacé à Nevada et victoire de Nevada, le Wolfpack de Nevada qui l'emporte 42-37. Performance atroce du quarterback d'Oregon State, Giovanni McCoy, qui a lancé 4 interceptions, dont un pick 6. Et pourtant, son running back, Anthony Hankerson, avait fait le travail avec 154 yards à la course et 3 touchdowns. Mais en face, Nevada fait aussi un très gros match à la course, 369 yards en tout. Ils ont fait seulement 69 yards à la passe. Nevada s'est pris pour une équipe militaire contre Oregon State. Et ça a payé avec une grosse défense, beaucoup, 4
4 turnovers à 0, hein, donc c'est beaucoup trop pour espérer l'emporter. Tu perds de 5 points quand tu as rendu la balle 4 fois à ton adversaire. Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de la défaite. Et donc, belle victoire pour Nevada qui passe en 3-4. Et pour Oregon State, c'est la deuxième défaite de la saison. Ouais. On va passer à la Mountain West. UNLV qui continue sa belle saison avec une victoire 50-34 contre Utah State. Le quarterback Williams qui continue son bon début de saison avec 233 yards et 3 touchdowns à la passe. C'est le meilleur QB du pays sur la stat de la pass efficiency. On t'entend un peu moins. Mais ouais, effectivement, c'est depuis sa titularisation, il a 210 en pass efficiency. Il est devant en fait tous les autres QB du pays. Et il fait le travail, hein, on rappelle, hein, pour ceux qui prendraient ce podcast en cours de route. On en avait parlé dans les derniers podcasts, mais UNLV avec leur quarterback Mats Luka qui a décidé de redshirt pour des histoires de nil pas payé ou quoi. Mais en tout cas, Williams lui fait une très bonne saison et a bien pris le rôle. Et il a surtout un super receveur avec Ricky White qui fait encore un très gros match, 2 touchdowns, 138 yards à la réception. UNLV a fait une super première mi-temps. Il menait 41-7 au moment où les deux équipes sont rentrées au vestiaire. 41-7, le match était déjà plié. Et Utah State et Spencer Petras qui a fait un match, on va dire un match de gunslinger. Il a fait un match de gunslinger, Spencer Petras. 41 passes complétées sur 59 tentatives, 461 yards, 3 TD, 3 interceptions. Il a fait un match de jeu vidéo, clairement. Il a balancé à foison et Utah State a gagné la deuxième mi-temps, mais l'écart était beaucoup trop gros à la mi-temps. Deuxième carton de fou d'ailleurs de UNLV qui a marqué 27 points en encaissant 0. 4 turnovers en tout pour les Rebels qui ont aussi fait toujours comme d'habitude un très gros match à la course. Les Rebels, équipe très sérieuse, ils ont perdu contre Syracuse la semaine dernière. Pas grand-chose. Ouais, puis on va dire que dans des circonstances un petit peu étranges, on va dire que il y a eu des décisions arbitrales un petit peu douteuses, mais ils se sont pas laissés. Ils ont bien réagi après cette défaite en allant gagner à Utah State, qui eux sont en 1-5. Utah State, on ne verra certainement pas la bowl season en décembre. Ça se complique. Ça se complique pour eux. Très gros match aussi, notamment de la paire de receveurs de Utah State, Jalen Royals et Jack Estera, qui rendent à peu près la même fiche, 10 réceptions chacun, 155 yards pour Royals, 152 yards pour Estera et un touchdown chacun. De toute façon, Utah State est une équipe qui balance à la passe avec Spencer Petras, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. C'est un choix. C'est un choix. Mais en tout cas, UNLV reste dans le rythme. Avant, on rappelle le gros match, le 26 octobre contre Boise State. Ça approche. Ça se rapproche, ça sera dans 2 semaines. Il y avait l'autre match important, Boise State qui se déplaçait à Hawaï pour finir notre nuit pour ceux qui ont tenu. Ouais, moi, c'était j'ai regardé le 4e quart-temps au réveil. Oui, voilà, ou au réveil. Il y avait Ashton Genty, donc j'étais content. Il jouait encore. Les Broncos qui se sont imposés 28-7 contre les Rainbow Warriors. Ashton Genty qui fait un autre très bon match, 217 yards, un touchdown à 7 matchs de moyenne. Alors il fait baisser sa moyenne par portée, mais bon, au bout d'un moment, c'était pas vraiment tenable statistiquement. Cam Camper, le receveur, qui fait 7 catchs pour 111 yards. Il y a la défense qui est solide. Il y a pas un touchdown à la réception pour Genty aussi. Oui, il a un touchdown à la réception. La défense qui a fait le taf aussi avec Jaden Virgin Morgan, 2 sacs et demi,
et Ahmed Hassanain aussi 1,5 sacs, qui sont la seule paire de linemen du pays à avoir chacun plus de 7 sacs. J'ai vu la stat il y a pas longtemps. Enfin, c'est une des rares paires. Alors, je sais pas si c'est la seule, mais en tout cas, les deux joueurs de la ligne défensive qui ont déjà 7 sacs chacun. Et il n'y en a pas beaucoup des paires défensives dans le pays qui peuvent se targuer d'avoir ça. Donc, mine de rien, il n'y a pas que Ashton Genty, même si, bon, forcément, il prend la lumière parce qu'il est sur une campagne de Iceman. Mais Boise State continue de gagner. C'était un match tranquille pour eux. En vrai, ils ont fait le travail sans forcer. C'est vraiment l'impression qu'on a eue. Oui, il n'y a pas eu de truc. Bon, j'avais dit il n'y avait pas grand-chose à dire, mais toi, tu as dit oui, il y a eu 2 sacs et demi, 1 sac et demi, il y a encore un autre joueur, 1 sac et demi, encore un autre joueur à 2 sacs. Au total, c'est quand même 8 sacs que les Broncos ont mis. Donc, le pass rush. Et 15 yards seulement à la course pour Hawaii. Oui, bah, de toute façon, quand tu prends 8 sacs, déjà, les yards négatifs. Ouais, ils font mal. C'est clair. Mal. Braden Shager, le quarterback de Hawaii, qui a fait 17 courses, mais qui termine à 5 yards. Parce que forcément, on rappelle en college football, les sacs, si vous faites sac avec votre quarterback à 5 yards de la ligne de scrimmage, du coup, pour vos stats ça rentre dans les stats de course. Donc, vous avez moins 5 sur vos yards à la course. Ce qui n'est pas le cas en NFL. Parce qu'en NFL, on ne compte pas les sacs dans les yards à la course. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ESPN a fait un bilan à la mi-saison sur la course au Iceman. Sur les 14 intervenants, il y en a 3 qui ne le mettent pas à numéro 1, Genty. Voilà. Je plaçais juste ça comme ça. Je vois pas trop comment tu peux ne pas le mettre numéro 1, à part juste pour pousser un agenda sur quelqu'un d'autre. Je crois qu'ils mettent Travis Hunter en numéro 1 à la place de Genty. Probablement. Mais bon, Genty, il y a même plus de discussion en fait là actuellement. Là la question n'est pas de savoir s'il va l'avoir ou pas. La question est de savoir est-ce qu'il va se blesser ou pas. Les autres matchs de conférence rapidement, Colorado State qui s'impose 31-24 contre San Jose State. C'est un match important pour les Rams parce que ils avaient un début de saison un peu compliqué. Ils viennent à 3-3, donc avec une belle victoire contre San Jose State. Donc la qualification 1-0 qui est possible. 1-0 en Mountain West. San Diego State qui s'impose 27-24 contre Wyoming. Bon, Wyoming, moi, je les voyais assez bien au début de la saison. Ça se passe très très mal. San Diego State qui se maintient dans la course pour un bowl. New Mexico qui l'emporte à Air Force, contre Air Force, 52-37. Entre vraiment deux compliqué équipes. Air Force cette année. Ouais. Et puis New Mexico, ça va. Ils n'ont pas un mauvais QB. Dan Pierre produit pas mal cette année, leur quarterback de New Mexico, mais c'est pas l'équipe qui va. Bon, c'est pas une équipe qu'on va beaucoup voir. S'ils vont en bowl, c'est un petit miracle déjà. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, la Mountain West semble destiner à un duel entre UNLV et Boise State. C'est un peu comme ça qu'on le sent. On va parler de la MAC. Ça tourne comme ça. Après peut-être qu'il y aura une troisième équipe qui va s'inviter, mais j'ai l'impression que les deux équipes, Boise et UNLV, sont au-dessus des autres actuellement. Ouais. Dans la MAC, le match important de la semaine en MAC, Toledo qui tombe contre Buffalo 15-30. Énorme match de la défense des Bulls et le quarterback Tucker Gleason des Rockets qui a été remplacé durant le troisième quart-temps. C'est seulement après sa sortie qu'ils ont enfin marqué des points. Enfin bref, un match cauchemardesque pour les Rockets qui du coup sont quasiment définitivement out de la course aux playoffs, à moins d'un truc absolument improbable. Cette défaite, c'est la défaite de trop pour les Rockets qui avaient déjà perdu contre Western Kentucky. Ouais, donc là c'est foutu. Et la question côté Rockets va être de savoir si John Allen Rich
Hunter, le remplaçant de Tucker Gleason, va donc être le nouveau quarterback numéro 1. Tucker Gleason ne s'est pas fait intercepter, mais Tucker Gleason a fumble un ballon et surtout incapable de faire avancer son équipe en première mi-temps. J'avais regardé un peu le match, puisque c'était un match de 18h et puis qui était intéressant dans le truc du Group of Five, mais c'était un match horrible au début. Après, les Bulls ont super bien joué, hein. Ils ont stoppé plein, ils ont mis stop après stop sur tous les dos. Eux ont réussi à marquer un touchdown. Et après, en seconde mi-temps, ils ont été meilleurs également. Victoire 30-15. L'attaque a été bonne du côté de Buffalo, 230 yards à la course, mais c'est surtout la défense qui a fait le travail. Ouais. Un game plan de Mac, une bonne défense. Ouais, un match de Mac, exactement. Il manquait que la neige. Il manquait que la neige et puis on était sur un vrai match de Mac. On va s'en approcher de la neige. Ouais, on arrive à la mi-octobre, que ce soit du côté de Wyoming, du côté de Buffalo, dans le Colorado, c'est des endroits où. Ouais, c'est des endroits où il faut être courageux pour aller voir les matchs quand c'est le samedi soir à 19h. Ah oui. D'ailleurs, un match qui a été joué dans des conditions très difficiles, c'était le Ohio Central Michigan. Le match avait commencé à Eastern Michigan. Non, Central Michigan. Ohio, oui, pardon, j'ai mélangé, oui. Oui, pardon. Je parle de ça parce que je parle maintenant de ce match, puisque conditions météo atroces dans ce match entre Ohio et Central Michigan. Il y a eu un déluge à un moment donné qui a forcé le match à être arrêté et qui a repris 5 heures plus tard devant seulement une centaine de personnes. C'était le Psychos Game un petit peu, parce que j'avais vu se passer ça sur le Psychos Committee sur Twitter. N'hésitez pas à les suivre. Il parle beaucoup du Group of Five également, et il disait qu'il y avait un membre de leur groupe qui était resté pour voir le match. Il y avait 150 personnes dans les tribunes pour voir la fin du match. C'était, il faisait déjà bien nuit à Central Michigan à ce moment-là. Tu sentais qu'il faisait bien froid en plus après les pluies de fou qui étaient tombées sur la région. Ohio aurait bien pu perdre ce match, parce que Ohio avait superbement commencé le match. Il menait 24-0 à la mi-temps, avec un très gros match à la course de leur quarterback Parker Navarro, 176 yards à la course, un touchdown, auquel il y rajoute 147 yards à la passe et un touchdown également. Mais la reprise derrière a fait un peu de mal. Ça a cassé le rythme. Faut imaginer, tu joues un match, tu t'arrêtes, tu le reprends 5 heures plus tard. Faut se remettre dans le rythme. Et Central Michigan, finalement, échoue à 2 petits points seulement. Victoire 27-25, avec également un changement de quarterback en cours de route qui leur a permis de revenir également, qui a changé un petit peu le visage de leur offense. On n'a pas été loin de la catastrophe pour les Bobcats, qui sont en 2-0 en conférence du coup avec cette victoire, et qui ont évité le piège, parce que c'était clairement un piège au final, avec cet arrêt du match, tout, ça se transformait en piège cette affaire, alors que tout roulait pour eux. Ouais, et Marion Lux, qui avait eu le running back de Central Michigan, qui avait eu un début de saison très compliqué, là, qui rebondit bien, 110 yards et 3 touchdowns, plus 5 réceptions, donc il revient en forme, et ça tombe bien, parce que on vous reparlera rapidement de Central Michigan pour les matchs de la semaine. Ouais, d'ailleurs, un match important qui arrive. Ouais, c'est ça, je vérifiais, mais c'était bien ça, c'était un match qui devait se jouer, qui avait commencé vers je crois que c'est un match de 18h, du seuil de 18h, et qui s'est rejoué qui a repris à 22h. Ouais, donc c'est rude. Ouais, c'est très très rude. Mais ils s'en sont sortis. Il y avait d'autres matchs aussi. Northern Illinois qui se déplaçait à Bowling Green. Northern Illinois, ouais. Victoire 17-7 dans un match très très fermé offensivement. Il s'est presque rien passé jusque dans le 4e quart-temps, puisqu'il y a eu il y avait 3-7 dans le premier, puis Northern Illinois qui a remis un field goal dans le 2e. Il s'est rien passé dans le 3e quart-temps, et enfin 11 points. Un touchdown. Un touchdown avec une conversion à 2 points et un field goal dans le dernier quart, et les Huskies l'ont emporté face aux Falcons. Pour vous dire à quel point il s'est rien passé dans ce match,
Harold Fanning Jr., il a que 25 yards à la réception sur ce match-là. Et les deux quarterbacks, c'est 89 et 88 yards à la passe. Il y a aussi eu des changements. Il y a eu aussi des changements. Ouais, on était sur des bons gros matchs de Mac. Très défensif. Ouais, je pense que j'ai pas vu le match, hein, mais bon, au vu de la tête du jeu à la passe, je pense quand même qu'il devait y avoir des conditions météo un peu difficiles parce que, ou alors, vraiment, c'était atroce. Ouais, bon. Après, voilà. Peu importe. Il y avait d'autres matchs aussi. On peut vous parler rapidement des résultats. Ball State qui se déplaçait à Kent State, victoire 37-35, Kent State 0-6. Encore une défaite. Ils n'ont peut-être pas gagné le match. Ouais, encore une défaite et c'est terminé. Et pourtant, ils ont un receveur qui fait des efforts. Hein. Christian McCray qui fait 213 yards à la réception et 3 touchdowns. Il avait fait 188 yards il y a 2 semaines contre Eastern Michigan et 2 touchdowns, mais c'est insuffisant pour Kent State, qui perd de 2 petits points face à Ball State, qui n'est pas forcément dans la forme de sa vie également. Miami, Ohio, qui l'emporte 38-14 à Eastern Michigan. Deuxième défaite pour Eastern Michigan, et assez lourde en plus cette défaite. Et puis c'est bien pour Miami, Ohio, qui était sur un début de saison compliqué, d'avoir gagné ce match-là. Western Michigan, qui l'emporte face à Akron, 34-24. Voilà. La MAC, on est en plein dans les matchs de conférence maintenant et dans les petites rivalités, puisque c'est vraiment la conférence qui est la plus resserrée géographiquement. Donc on est sur et puis qui est très très stable, hein, ça a pratiquement pas bougé depuis 40 ans. Il y a UMass qui va arriver bientôt. Il y a UMass qui est sorti, mais qui va revenir. Donc, voilà, en tout cas, si vous aimez le college football à l'ancienne avec des rivalités locales, vraiment locales, hein, quand je dis local, c'est vraiment ça. Bah, la MAC, c'est sympa pour ça. Avec, et puis on va arriver fin octobre au mois de novembre. On va avoir la MACtion en milieu de semaine. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'ils ont poussé pour finir le match Ohio Central Michigan. C'est qu'il va bientôt y avoir une bye week un peu généralisée pour faire passer toutes les équipes sur un rythme où ils peuvent jouer en semaine. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils ont forcé pour que ce match-là soit joué. Je pense que c'est une des raisons, effectivement. On va du côté de la Sunbelt maintenant. J'aime bien l'enchaînement. On parle de la MAC et de la Sunbelt. Ouais. Il y a eu pas mal de choses en Sunbelt cette semaine. JMU qui a bien rebondi de sa défaite face à ULM en battant Coastal Carolina 39-7. Où ils ont fumble sur le premier drive, mais ensuite ils ont mis 22-0 aux Chanticleers dans le second quart-temps. La défense, 2 interceptions, un pick 6, Alonza Barnett 199 yards et 3 touchdowns à la passe, 222 yards à la course pour JMU. Voilà, hein, les grosses victoires des Dukes Et ils ont bien réagi, comme tu dis, après la défaite contre ULM, en recevant Coastal Carolina, qui était sur un très gros début de saison également, puisque les deux équipes étaient en 4-1. Et les deux équipes sont dans la même division. C'est pour ça que c'est très important, puisque maintenant, James Madison a le tie-breaker sur Coastal Carolina. Donc c'est très bien pour les deux équipes. C'est très bien, pardon. Non, justement, c'est pas bien pour Coastal Carolina, mais c'est très bien pour les Dukes, qui se rassurent. Tout à fait. Louisiana Monroe, ils continuent leur excellent début de saison. On va même en reparler un petit peu avec des guillemets. On va en parler un petit peu dans les concurrents en playoff parce que c'est un peu les nouveaux arrivés, même si ça reste peu probable. Hein. Ils peuvent discuter. On en reparlera, C'est pas impossible. Ils ont le droit à la parole, mais on va pas trop les écouter. Voilà, un très gros dernier quart-temps où il marque 21 points pour remporter le match parce que c'était serré jusque là. Et le running back
Hardy qui fait un très très gros match avec 121 yards à la course et 2 touchdowns et aussi 53 yards à la réception, donc presque 200 yards dans le purpose. Et ça y est, ULM qui a son quarterback titulaire en la personne de Aidan Armenta, parce qu'ils ont remporté tous ces matchs en faisant jouer 2 ou 3 QB tous les matchs, donc toutes les semaines. Ouais, donc ça y est, ils ont leur QB titulaire et ils continuent leur chemin. Donc, ouais, c'est le conte de fées pour les Warhawks qui pas de bol depuis 2018 et je crois qu'avant 2018 ça doit être 2012 ou 2013, donc en gros un bol en 10 ans. Et là, changement de coach et ils sont à 5-1, donc plus qu'à une victoire d'un bol pour les Warhawks. Sauf catastrophe, ils devraient être en vol, je pense quand même. C'est très très cool. Qui auront un déplacement à Auburn le 11 novembre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va en reparler dans les concurrents au playoff juste après. Autre match important. Leurs rivaux de Louisiane, vas-y Maxence. Ouais, Louisiana, les Ragin' Cajuns qui l'emportent face à App State 34-24. App State qui n'a toujours pas gagné en Sun Belt cette saison. Ils sont en 0-3 pour App State en 0-3 en Sun Belt. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans leur histoire, tout simplement. Très grosse victoire donc de Louisiana qui a fait un gros match, notamment à la défense, avec 4 interceptions. Joey Aguilar, le quarterback d'Appalachian State, qui s'est fait intercepter 4 fois dans ce match-là. Il fait 236 yards et 3 touchdowns. Mais du coup, les 4 interceptions qui ont un petit peu enterré les espoirs des Mountaineers dans ce match. Bon match de manière générale du côté des Ragin' Cajuns, avec 166 yards à la course, 198 yards à la passe. Lance Legendre, l'ancienne star du programme QB1, qui s'est reconverti en receveur du côté de Louisiana, qui fait encore un match sympa avec 67 yards, mais la star côté receveur, c'est Terrence Carter, 107 yards et un touchdown pour lui. Et bon match aussi de la défense aérienne, forcément, avec 4 interceptions. Ça fait le taf du côté de Lafayette, qui jouera de ce type de conférence. Je pense que leur équipe est vraiment très complète et vraiment très sympa. Donc c'est assez cool du côté de Lafayette. Il y a un match important contre les Warhawks en dernière semaine pour la Rivalry Week. Donc on verra où est-ce qu'on en est à ce moment-là. Mais pareil, les Ragin' Cajuns, pas loin du bol. Ils avaient un petit peu de mal depuis le départ. La bataille du Bayou. Mais ça va mieux. La bataille du Bayou en fin de saison qui sera très intéressante. Tout à fait. Il y a ensuite d'autres matchs. Georgia Southern qui l'emporte d'un petit point face à Marshall, victoire 24-23, avec un comeback de fou. Ils étaient menés 23-3 au moment d'entrer dans le dernier quart-temps. Et superbe touchdown de Derwin Burgers qui récupère une passe de Dexter Williams, le quarterback remplaçant de Georgia Southern, qui est rentré en cours de match. Jitsi French, le quarterback titulaire de Georgia Southern, s'est blessé. Il faisait pas non plus un très gros match et il a été remplacé par Dexter Williams qui a initié le comeback. Donc 21-0 dans le dernier quart-temps avec un superbe touchdown de 34 yards pour clôturer, pour passer devant pour la première fois de la rencontre, et derrière interception dans le drive final de Marshall. Donc Georgia Southern qui remporte une belle victoire, 4-2 pour eux, 2-0 en Sunbelt pour commencer la saison. Le quarterback French, la blessure n'a pas l'air si grave que ça, donc il va y avoir une vraie discussion du côté de Georgia Southern sur qui est le quarterback numéro 1. J'avais un petit peu lu le coach de Georgia Southern qui disait que pour le moment, même si Dexter Williams avait fait une belle entrée, ça ne changeait pas la hiérarchie. Donc, affaire à suivre du côté de Georgia Southern. Ouais, et qui sont leaders de leur division en Sunbelt, donc à suivre. Donc eux, pour les playoffs, c'est très improbable aussi parce qu'ils ont 2 défaites déjà, mais ils peuvent jouer les troubles faits et ils peuvent jouer le titre de conférence qui reste quand même ça reste jouable, un bel objectif. D'autres résultats?
Texas State, pardon. Qui a écrasé Arkansas State 41-9. Jordan McLeod, l'ancien quarterback de James Madison, qui fait un match à 320 yards et 4 touchdowns. Le running back Ismaël Madi qui fait 164 yards en 17 courses. Il se joue pas cette saison, c'est dommage. Et Joey Aubert. Ouais, c'est dommage. Joey Aubert, donc le receveur de Texas State, qui avait fait un superbe catch l'an passé, peut-être que vous vous en souvenez, qui fait 10 catchs, 101 yards et 2 touchdowns. Donc, match complet de la part des Bobcats. Victoire de Old Dominion. Qui sont à 2-0 en conférence. Une victoire de Old Dominion face à Georgia State, 21-14 pour un match pas très intéressant, on va dire, actuellement dans la Sun Belt entre deux équipes qui ne devraient pas jouer les premiers rôles. Et l'heure où on enregistre cet épisode, il y a déjà eu des matchs puisque la Sun Belt joue aussi en semaine avec South Alabama qui a battu Troy, victoire 25-9. Les Troyans, une victoire, 6 défaites pour eux. La saison est déjà terminée pour eux puisque plus qu'une défaite et au revoir la post-season. Autant dire que ça va pas, ils vont pas attendre longtemps. Je pense que 0-3 en conférence, donc voilà, c'est fini. Saison achetée à la poubelle. C'est clair. Qui a connu beaucoup de changements à l'intersaison. Tout à fait. Conférence USA maintenant. Donc il y a eu des matchs aussi hier, mais on va y aller un peu par ordre chronologique. On avait parlé du match de Florida International et de Liberty, c'était parce que c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Jacksonville State qui a infligé une lourde défaite à New Mexico State, victoire 54-13. Gros match encore un gros match à la course de Jacksonville State qui continue avec 5 TD à la course cette fois-ci et 334 yards. La semaine dernière, ils avaient mis 8 touchdowns à la course, là ils en ont mis 5. Donc ça continue la recette pour Jacksonville State. Louisiana Tech qui l'emporte face à Middle Tennessee avec une très grosse performance de leur quarterback freshman. Evan Bullock. 290 yards, 5 touchdowns. Il est freshman, donc belle performance de sa part contre Middle Tennessee. Victoire 48-21 et Western Kentucky qui l'emporte 44-17 contre UTEP qui n'a toujours pas gagné de la saison et on commence à se demander si du côté de El Paso on va avoir une victoire là aussi cette saison. Et puis il y a eu des matchs aussi qui se sont joués cette semaine hier, avec Middle Tennessee contre Kennesaw State. Je sais même plus que Middle Tennessee qui s'importe 14-5. Donc 5 points, ça veut dire qu'il y a eu un safety pour les Owls. Kennesaw State qui a vraiment une saison d'arrivée en FBS, c'est très très compliqué. Ils sont à 0-6. Comme Sam Houston l'année dernière. C'est un peu le même. Comme Sam Houston l'an passé, oui. Donc ils font partie des pires équipes du college foot, enfin de la FBS en tout cas pour cette saison. Donc bon. À voir pour l'an prochain. Et New Mexico State qui s'est imposé contre Louisiana Tech 33-30. En overtime. Donc un overtime qui s'est disputé à coup de field goal jusqu'à ce qu'il y ait une des deux équipes qui manque un field goal. Donc pas foufou. Ouais, mais encore un bon match d'Evan Bullock quand même, 233 yards, 2 touchdowns, 0 interception pour lui. Et puis New Mexico State qui retrouve enfin la victoire. Ils avaient pu gagner depuis le match de l'ouverture de leur saison, c'était contre une FCS. Donc 5 défaites de suite et enfin une victoire pour eux, donc c'est cool pour eux. Voilà pour la conférence USA qui va jouer qu'en semaine maintenant. Je crois qu'il n'y a plus aucun match. S'il y a quelques matchs qui seront prévus le samedi, mais aussi beaucoup de matchs. Sûrement pour la Big 13, mais. Ouais, il y a quand même des matchs le samedi. Là, je regarde. Ah non, je suis sur la Sunbelt. Pourquoi ça me met sur la Sunbelt si je veux la conférence USA? Ouais, ça va. Non, mais pour la Rivalry Week, ils repasseront sûrement sur des matchs de week-end. Ils vont, oui, je pense que ça va se passer comme ça. Alors, les playoffs,
qui va aller en playoff. Les 3 leaders, pas de changement. Pas de changement. Boise State, hein, toujours en tête. Army et Navy, ils continuent à faire ce qu'il faut. De toute façon, pour eux, Army, il y a un match important là qui arrive dans 2 semaines. Il y a le match contre Notre-Dame. Navy, c'est pareil. Il y a le match contre Notre-Dame qui va être absolument décisif. Tulane et Memphis qui continuent à gagner. Et donc, ils sont toujours là parce qu'ils ont des défaites. Enfin, Memphis n'a une défaite que contre Navy. Un Power 4 et Tulane que contre des équipes du Power 4, donc rien de... Ils sont en embuscade, clairement. Rien de définitif. Pour gagner la conférence américaine, il faudra passer sur Navy et Army. Peut-être que Memphis retrouvera Navy en finale de conférence, par exemple, tu vois. Donc tout est possible encore pour eux. Et en plus, on avait évoqué ce scénario la semaine dernière, mais Boise State peut être en course pour être dans les 4 meilleurs vainqueurs de conférence. Et donc, ou peut-être même Boise State peut peut-être ouvrir une 2e place à une équipe du Group of 5. Peut-être, faudra voir comment ça se joue. Et Army et Navy, en fait, peuvent viser le top 12. Oui, Army, pour l'instant, oui, s'ils battent Notre-Dame, ils seront forcément, s'ils sont invaincus et qu'ils battent Notre-Dame, alors si tous les deux arrivent invaincus, qui doivent s'affronter en finale de conférence, plus après, derrière, avec l'America's Game le week-end d'après, enfin, on peut avoir un scénario un peu bizarre pour la qualification en playoff. On verra. Alors, sachant que le choix sera fait après la finale de conférence, puisque le Army Navy ne comptera pas. Mais effectivement, on pourrait avoir 2 équipes en 0 à ce moment-là. Non, une à 12-0 et une à 11-1. Et avec les playoffs qui arriveront juste derrière, donc ça se trouve, le vainqueur qui sera qualifié pour les playoffs va peut-être lâcher ce match-là, vu qu'il aura gagné contre le rival dans la conférence la semaine d'avant. Tu vois. Enfin, mais ça va être un peu encore là. On n'est pas encore là, mais en tout cas, la performance de Boise State qui concrètement est en train de continuer à gagner et se rapproche du top 12, peut-être que Boise State sera dans le top 12 et va peut-être ouvrir aussi la porte. On verra. Et il y a plusieurs choses. Ils peuvent se rapprocher sur une first round bye. Ils peuvent aussi se rapprocher de recevoir le match de playoff à la maison. Donc Boise State s'ouvre des choses. Maintenant, il faudra continuer à gagner, bien entendu. En MAC, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien. Plus d'espoir. Liberty, ça change pas. UNLV, il continue de gagner. C'est le 2e prétendant sérieux en Mountain West. Comme on l'a dit plein de fois depuis le début de la saison, tout va se jouer probablement le 26 octobre contre Boise. En Sunbelt, c'est un petit peu en retrait, mais il y a une course à 3 avec les Regina Cajuns, les Warhawks et les Dukes de James Madison. À l'heure actuelle, la candidature la plus sérieuse, c'est ULM, parce qu'ils n'ont qu'une seule défaite contre Texas, donc le numéro 1 du pays. Bon, ils se sont fait exploser, mais voilà. C'est le numéro 1 du pays, quoi. Putain, un déplacement à Texas. C'est le numéro 1 du pays, c'est un déplacement à Texas. Ils ont un affrontement contre Auburn en novembre. S'ils le remportent, s'ils sont invaincus et qu'ils remportent le match contre Auburn et qu'ils gagnent aussi le match de rivalité contre les Regina Cajuns, 11-1 avec une défaite seulement contre Texas qui sera très très probablement dans le top 5. Le dossier sera intéressant, effectivement. Le dossier serait intéressant. Après, ça reste très hypothétique. On rappelle que les Warhawks, ils viennent de changer de head coach. Moi, j'ai l'impression que le conte de fées va finir par s'arrêter. Sur le papier, en sortie de recrutement, ils ont un des effectifs les plus faibles en talent. Après, ils ont plein de joueurs de Louisiane. La Louisiane, c'est quand même un sacré réservoir. Il y a peut-être des joueurs qui sont sous-notés. Et ils ont, j'ai dit tout à l'heure, ils ont leur QB titulaire, mais c'est quand même pas fantastique non plus. Donc, ça fait partie de tout un tas d'éléments qui jouent en leur défaveur. Effectivement, mais bon, en tout cas, la Sunbelt a au moins le mérite d'avoir encore des candidats
crédible, on va dire. Là où par exemple pour la MAC, comme tout le monde a au moins 2 défaites, il faudrait une catastrophe pour qu'on discute d'une équipe de MAC en playoff. Franchement, il y a 1% de chance, 99% de fois, si on pourrait paraphraser Neymar. Oui. Mais voilà. Des matchs à noter pour la Week 8 ? Ouais, et ben celui-là, il se sera sûrement déjà joué quand vous écouterez le podcast, mais on va quand même en parler. C'est le match le plus intéressant joué en semaine, c'est Western Kentucky qui se déplace à Sam Houston. Donc les Toppers qui sont à 4-2 et à 2-0 en conférence, je crois, et les Bearcats qui sont à 5-1. Donc match, c'est un match important pour la conférence USA. Samedi à 18h, il y a plusieurs matchs. East Carolina. ECU se déplace à Army. Army devrait l'emporter sans trop de problèmes, mais c'est quand même ECU, c'est pas affreux. Un match, oui, on n'en a pas parlé de nos indépendants du groupe of 5, Yukon, qui se sont imposés face à Temple, qui sont à 4-2 et qui reçoivent Wake Forest. Qui n'est pas une équipe en forme, Wake Forest. Hein. Donc franchement, il y a moyen que Yukon l'emporte. Et après, il y a un gros match en Sunbelt avec Louisiana qui se déplace à Coastal Carolina. Donc des belles petites affiches samedi 18h pour le Group of 5. Samedi à 20h, match de rivalité. La Coupe du Michigan, parce que c'est un trophée qui se joue entre les 3 équipes du Michigan de la MAC, donc Central Michigan, Eastern Michigan et Western Michigan. Central Michigan qui se déplace à Eastern Michigan pour un match de rivalité. C'est des matchs toujours... Bon, c'est des gros matchs de, comme on dit, un peu de cafard, comme pourrait dire Ryan. C'est des matchs très physiques. Voilà, c'est du football du Nord, hein, tout simplement. Mais voilà, match à noter, match de rivalité. On a aussi notre rivalité à 21h30. Ouais, la Battle of the Bricks, Ohio, qui se déplace à Miami, Ohio, les Bobcats contre les Redhawks. Donc pareil, c'est un match qui est assez animé pour un match de MAC. Donc belle petite rivalité. À 22h, un match important, l'autre match important en Sunbelt de la semaine, James Madison qui se déplace à Georgia Southern, donc le leader de l'autre division. Donc c'est un bon adversaire pour James Madison et en plus il se déplace, donc à voir. Dimanche à 1h30. De la semaine, c'est peut-être le match de la semaine dans le groupe of 5. Oui, je pense, franchement, oui. Avec North Texas qui se déplace à Memphis. Très beau début de saison de North Texas, mais le calendrier va se corser. Et ça commence dimanche à 1h30 avec un déplacement chez les Tigers de Memphis. Match très intéressant. Attention, les Tigers, il faudra prendre ce match au sérieux. Parce qu'une deuxième défaite et c'est terminé. Hein. Il n'y aura quasiment plus aucune chance d'aller en playoff pour eux. À 2h du matin, Colorado State se déplace à Air Force. Là aussi, on est sur une rivalité du Colorado. Et puis à 4h du mat pour les plus courageux d'entre nous, mais match cool aussi à voir. UNLV qui se déplace à Corvallis, qui joue donc contre Oregon State. Ça va être cool à suivre aussi. Voilà. Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Ouais. Il y aura des choses à débriefer, je pense, parce qu'on arrive sur des matchs déjà très intéressants pour chaque conférence. Donc ça va être cool. Ouais. Et puis voilà, vive le Group of 5 et vive Boise State et Ashton Jeanty qui rendent ce Group of 5 encore plus sympa à suivre parce qu'on a vraiment une super équipe et un mec qui joue pour le Iceman. C'était inespéré en début de saison d'avoir ça dans le Group of 5. Même si Jeanty était quand même on en parlait comme un potentiel Iceman, mais le fait qu'il le réalise, je trouve ça vraiment cool pour nous qui suivons le Group of 5. C'est cool d'avoir aussi ça en fil rouge. Donc voilà. D'ailleurs, il joue Boise State, on avait dit. Boise State, je crois qu'ils sont en bye week. Ouais, ça, ils sont en bye week, Boise State. Avant le match contre UNLV, donc ça c'est
Très cool Une pour bonne eux. nouvelle pour eux, ouais. Eh ben, ciao Geoffrey. Merci, Salut merci à toi. Maxence. Et merci à vous d'avoir écouté. Et on se retrouve si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'oubliez pas le Twitter TrickPlay Podcast. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.